Nick Payne est en studio avec nous. Salut Nick. Salut les dateux. Tu veux nous parler de Mark Carney? Oui. On va en parler beaucoup à l'émission aujourd'hui parce qu'on reçoit tantôt Gabriel Hardy, qui est le député de Montmorency-Charlevoix. C'est un député du Parti conservateur, jeune député, élu en 2025. Lui, il pourchasse Mark Carney, une façon de parler. Il cherche là où et comment l'argent est dépensé. Il est tout le temps quelque part, mais il est jamais ici. Ah, ça c'est vrai. Mais c'est... peut-être que ça concorde avec son statut. Tu te souviens de quel auteur français ou américain a écrit ce livre dans lequel il parle des gens qui sont des anywhere, somewhere. Les anywhere et les somewhere. Alors, les gens qui sont enracinés, qui viennent de quelque part, c'est généralement souvent les classes, les gens qui travaillent, les gens ordinaires, puis t'as les gens qui viennent de partout, qui sont partout, sauf finalement du pays. Alors Carney, c'est vraiment ça, puis il incarne ça complètement dans son règne de premier ministre jusqu'ici. Alors là, il s'en va en Arabie Saoudite. Oui. Il arrive bien sûr du sommet d'Ankara. Il est allé précédemment au Qatar, en Inde, en Chine. Pourquoi? Pour, dit-on, développer de nouveaux marchés, pour ouvrir ces marchés pour le Canada qui veut s'affranchir de la dépendance aux États-Unis. Moi, je me demande si c'est la vraie raison. Je me demande si la première raison n'est pas une raison de mise en scène politique, de scénario, de récit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on montre aux Américains qu'on est capable sans eux. On peut se débrouiller sans eux. Et pour être convaincant, il faut être convaincu. Alors, il faut que, ici même, à l'intérieur du Québec, dans notre cas, et du Canada, les gens y croient. Il faut que Carney ait l'air d'y croire. Mais j'ai l'impression que tout ça est un film, est une mise en scène. C'est-à-dire qu'on le sait bien que, globalement, la vraie stratégie, Carney, c'est de rentrer la tête entre les épaules, ouvrir le parapluie, mettre l'imperméable, puis attendre que le pire de la tempête Trump passe, et puis il y aura un après. Peut-être que ce sera pas comme avant, mais on en aura fini avec les pitreries sur le 51e État et les tarifs intempestifs qui arrivent, qui partent, qui reviennent. Et je pense que c'est ça la vraie stratégie. Je pense que cette idée du Canada qui va se mettre à commercer pour son plus grand bien avec des pays qui sont à l'autre bout de la planète est un peu factice. Et ce que je trouve, j'allais dire amusant, mais en tout cas certainement intéressant dans cette nouvelle approche, c'est que Carney ravale complètement les principes et l'image du Parti libéral et du Canada, ce pays et ce parti qui faisait la morale au monde entier sur avec qui on devrait ou non faire affaire en fonction de préceptes moraux. Là, tout à coup, tout est correct, tout est acceptable et on peut faire affaire avec tout le monde, apparemment. Ça craint un petit peu et je suis pas certain que au fond nos principes ont changé tant que ça. Je pense qu'on est vraiment dans une mise en scène à l'heure actuelle. Opération donc j'allais dire opération publique, là, c'est un peu de relations publiques. C'est pas mal ça. Mais en même temps, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une stratégie. Ça, je suis d'accord avec toi sur le premier point. Là, il faut qu'il montre ça, mais de cécité volontaire, c'est-à-dire que les choses qui ne nous intéressent pas, on ferme les yeux. Par exemple, on voit que le Québec, la montée du mouvement indépendant, on fait comme si ça n'existe pas, alors que il réagit à ce qui se passe en Alberta. Là, on en donne des nananes. Là, ici, c'est comme il ne daigne même pas sembler s'intéresser à ça. Comme s'il il sait que ça existe, mais il ne met pas d'attention là-dessus. Donc, il y a une forme de cécité volontaire qui fait partie de sa stratégie. Et de l'autre côté, pour l'international, en fait, ça serait le plus grand cadeau, finalement, pour Mark Carney, c'est Donald Trump. Absolument. Ben oui, ça lui permet d'être l'anti-Trump par excellence. Toutes les élites européennes, encore là, les everywhere ou les anywhere, je me souviens jamais. C'est un livre de David Goodhart. Alors c'est c'est le nom de l'auteur dont on parle tantôt. Alors tout ce beau monde-là trouve Carney absolument extraordinaire, mais encore ici on marche dans une chorégraphie. Non, mais c'est une bénédiction finalement quelque part. Mais je Donald reviens sur ton. Mais Trump a fait Carney. On ne saura jamais ce qui serait arrivé là si ça n'avait pas été de Trump. Et c'est quand même un fait d'armes et une situation tout à fait particulière. Ce Parti libéral du Canada qui se constitue en sa propre opposition et qui se réincarne complètement comme si c'était un autre
l'autre parti avec ce chef venu de nulle part que personne ne connaissait il y a 2 ou 3 ans à peine. C'est grâce à Donald Trump, c'est évident. Mais je reviens à ta question québécoise. Comment se fait-il que Carney l'ignore à ce point-là? Et alors qu'il a quand même une certaine considération pour l'Alberta, je pense que c'est lui. Il a des racines dans ce coin-là. Ne vient-il pas du nord de... Il n'y a pas de territoire du nord-ouest? Oui, bon, bref, c'est pas mal plus près de lui, je pense, Alberta. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu au Canada dans les dernières années. Carney, je pense que la question québécoise est très, très, très loin de lui et ne vient pas le chercher dans son cœur, dans ses tripes, comme c'était le cas pour un Jean Chrétien. Oui, mais en même temps, c'est plus facile de faire comme si ça n'existe pas. Donc, quelque part, tu vois un peu, c'est comme si tu neutralises l'affaire. Tu neutralises, tu ne lui permets pas d'exister, tu ne lui donnes pas d'oxygène. Il y a quelque chose de stratégique. C'est très possible. Aussi. Alors, ça tombe bien, ça aussi. Encore une fois, merci à M. Trump. Je pense que c'est une conjonction de ce que tu dis et de ce que je dis. Donc, c'est pas dans sa nature et ça le sert très bien. En même temps. J'ai l'impression qu'on est peut-être trop dur dans la mesure où, oui, il a fait des promesses. D'ailleurs, le polymètre de l'Université Laval, en date du 16 avril, avait évalué à 6% en pourcentage les promesses qu'il avait lancées durant la campagne et qui avaient été réalisées. Quelque chose. Là, il y a eu une mise à jour de ça. Là, alors que normalement, un an après l'élection, on aurait dû être à 25%. Parce que c'est un mandat, c'est 4 ans. Sauf que, tu sais, Trump est imprévisible. Trump change son fusil d'épaule. Trump dit oui, dit non, dit peut-être, redit non, redit oui. Est-ce qu'on est trop exigeant envers lui? Est-ce qu'on exige quelque chose qui est pas possible? Pas moi. C'est pas nous qui exigeons, c'est lui qui a promis. Oui, mais il a promis, on va devenir obligé de promettre, Nick. Il était obligé de promettre quelque chose. Il n'aurait pas pu dire en campagne, je vous promets rien, parce qu'on est face à quelqu'un qui est imprévisible, donc je vais juste vous dire quelles sont mes intentions. Tu sais que ça fonctionne pas comme ça. Donc, puisque ça fonctionne pas comme ça, est-ce qu'on est trop exigeant de l'évaluer au même titre qu'on évaluerait n'importe quel politicien dans une autre époque? On aurait pu promettre de bien naviguer à travers la tempête, de faire des efforts pour aller chercher de l'investissement. Il y a une crise d'investissement au Canada, donc aller ailleurs, ça va. Mais on a promis beaucoup plus que ça là, chez les libéraux de Carney. C'est vraiment elbows up, la réincarnation, le renouvellement, la transformation, la mue du Canada dans un pays soudainement indépendant des États-Unis d'Amérique, ce qui n'a aucun sens. Économiquement, ça n'arrivera pas, en tout cas pas à court terme. Il va y avoir, encore une fois, une période de soubresaut, mais à terme, ça va perdurer. Le Canada, c'est une petite lisière de population juste au nord de la frontière du Nord, du plus gros marché au monde. C'est bien évident que ça changera pas beaucoup. Alors, c'est pas... Je pense que... Et puis, moi, je ne prête pas à nos concitoyens des attentes démesurées sur Carney. Je pense qu'ils sont pragmatiques, ils savent bien pourquoi ils ont voté, puis que probablement que les résultats seront pas à la hauteur des attentes. Et je pense que de partant de ça, son étoile va finir par pâlir avec le temps. La question, c'est quand. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai, parce que quand on pense à ça, moi j'ai plutôt l'impression qu'en ce moment, Mark Carney, il marche sur l'eau. Oui. J'ai l'impression que c'est Saint Carney. Oui. Puis j'écoutais, en tout cas, on n'a pas nommé, mais tu écoutes les médias, puis t'as l'impression là, écoute là, on flatte Carney dans le sens du poil. Puis là, ce matin, j'entendais parce que il y avait un article dans le Wall Street Journal là, qui parle de Carney. Puis c'est vrai, son discours à Davos, c'est comme si ça avait été la meilleure invention depuis le pain tranché. Ben oui. Tu sais, je veux bien mais là. Ça n'a rien changé. Mais c'est surtout, c'est peut-être qu'on a changé d'époque, c'est-à-dire avec Trudeau. Tu parlais de relations publiques. Trudeau, c'était, tu sais, Sunny Ways. Là, quand il a fait son discours, la parité, on était au pic du wokisme. Là. Sunny Ways, c'était l'heure de les changements climatiques. Donc, le côté écologique, écologiste, tout, tu sais, le vent. C'était presque born again. Oui, là, c'est comme, il y a un retour d'un pragmatisme avec même Carney Fréchette. Mais je trouve que on ne le confronte pas. On est tout le temps à pratiquement, là, on s'agenouille, puis on est là, on le regarde, on fait des prières. Ouais. Il n'est pas, il y a une forme de complaisance. Au contraire, on ne le challenge pas. C'est la définition même de la lune de miel, politique. Et puis, c'est aussi parce que dans le cas de Carney, on veut pas Poilièvre. Il faut regarder de ce côté-là. Puis dans le cas de Fréchette que tu as évoqué, qui essaie de nous faire un Carney, là, ça réussira probablement pas, en tout cas certainement pas à la même échelle. Mais c'est aussi parce que de l'autre côté, il y a quoi? Il y a le Parti québécois avec son référendum. Alors ça nourrit, ça permet aux autres partis de rester relativement forts. Donc, c'est des questions de circonstances. Je pense néanmoins que les gens se font moins d'illusions qu'on ne
pourrait le croire, là, nous, des fois, les observateurs, là, en ce qui a trait à Carney. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a promis énormément. Puis j'entendais encore là, des gens dans d'autres stations, d'autres médias tout récemment dire c'est effrayant, puis le 51e État, on n'a pas à se laisser parler comme ça, puis il faut que M. Carney... Alors, c'est vrai qu'il y a quand même il y a une forme de propagande médiatique. Mais on a besoin d'un héros. Les Canadiens ont besoin d'un héros. Moi, ce qui me dépasse, c'est qu'on m'avait dit... Et j'avais vu à l'œuvre des gens avec des charismes s'illustrer, séduire. Et Mark Carney n'incarne pas du tout le charisme. Il a le dos voûté. Je suis pas d'accord avec toi. Non, il n'est pas charismatique pantoute. Mais je suis pas d'accord. Le débat sur le charisme. Qu'est-ce que le charisme? Alors, c'est carnisme. Oui, c'est ça. C'est le carnisme ici. Alors, c'est pas Gandhi, là. C'est pas non plus. Mais je pense que c'est un monsieur qui passe à la caméra, qui transmet quelque chose, qui est plutôt sympa. Parce qu'on dit, Nick, je veux dire, tout le monde passe à la caméra et transmet quelque chose. Qu'est-ce qu'il a là-dessus, je suis plutôt de l'avis de Nick. On voit qu'il a voté pour Carney ici. Il y a quelque chose dans le bonhomme il incarne bien cette fonction-là, et puis il est plutôt souriant. Ça marche son truc, tu sais. Mais bon, après... Rapidement, Marine Le Pen, son nom, je pense pas sûr si tout le monde savait c'était qui au Québec, c'est normal, c'est de la politique française, elle existe depuis longtemps. On connaît le nom de famille, sûrement. On connaît le nom de famille. Moi, mais tu serais surpris. Bon, on me dit en arrière que dans des sondages, des fois, on demande c'est qui Bernard Drinville, puis la moitié du monde ne savent pas c'est qui. Fait que Marine Le Pen, je sais pas. Là, mais en tout cas, même si les gens ne savent pas qui est Marine Le Pen, le message, c'est que c'est l'extrême droite. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. On ne connaît pas exactement le programme, mais c'est l'extrême droite. Ben c'est ça, c'est ce qui m'a intéressé aujourd'hui, au-delà du dossier de fond. Elle a été trouvée coupable. Je veux mettre ça en perspective. En France, le combat politique déborde dans l'arène judiciaire. Souvent, des politiciens de haut calibre, de haut niveau, qui ont été condamnés à la prison, qui ont des peines, des sentences, qui se promènent avec des bracelets électroniques. C'est pas la première fois que ça se voit, là. Et eux, ils jouent dans ce film-là. Avec des bracelets électroniques? Oui, Nicolas Sarkozy, par exemple. Tu sais, les libéraux de Charest, là, ou les libéraux fédéraux du temps du scandale des commandites, si on avait été en France, il y en a probablement qui seraient retrouvés, sinon en prison, en tout cas avec des peines qui retiennent, qui frappent l'imaginaire. Autre élément à considérer, ce dont est trouvée coupable en ce moment Marine Le Pen, même si là elle est redevenue présumée innocente parce qu'elle fait appel, pour simplifier, c'est davantage de l'ordre du litige administratif. On a affecté des sommes d'argent, on a payé des attachés politiques pour faire du travail national plutôt qu'au Parlement européen, comme ça aurait dû être le cas. Et évidemment, en France, la justice a le sens de la formule, puis là, c'est devenu détournement de fonds. Un peu comme Nicolas Sarkozy a été accusé d'association de malfaiteurs. Non, mais c'est bien des détournements de fonds qu'elle a fait. Oui, si on veut, mais tu sais, c'est pas comme Vincent Lacroix. Je comprends. Tu comprends? Bon. Non, mais en fait, faut nuancer, mais je reconnais, là. Ils ont été trouvés coupables de ça. Ça s'appelle détournement de fonds. Ils ont pris de l'argent qui ne devait pas servir à ça. Maintenant, ils ont un argument politique, le Rassemblement national, dont il faut parler aussi. C'est un argument qui a aucune valeur juridique, mais qui en a une dans l'arène politique, c'est que ils sont barrés de partout. Les banques ne veulent pas les financer, contrairement à tous les autres partis politiques. Il manque d'argent. Alors, ils ont combiné avec le Parlement européen, comme d'autres partis l'ont fait, soit dit en passant. Fin de l'affaire là-dessus. Alors, déjà, je trouve qu'il y a là une mise en perspective qu'on a très peu fait ici. Radio-Canada, là, lorsque le jugement a été rendu, a même annoncé que Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter à la présidentielle, ce qui était totalement faux. On est revenu là-dessus ensuite. Et c'est là que je voulais aller. On est reparti pour une autre ronde d'extrême droite. On nous a parlé de l'extrême droite, la chef de file de l'extrême droite française. Elle ne l'est-elle pas? Non, elle ne l'est pas. Alors, y a-t-il une extrême gauche? Si tu veux être rigoureux, alors, selon le ministère de l'Intérieur français, il y a une extrême gauche et une extrême droite. Mais ces deux expressions-là ont une connotation historique extrêmement lourde. C'est ça, c'est que ça va être classé comme ça. Ouais. Mais toi, tu dis, attention, c'est parce que c'est sur le spectre. Exact. C'est comme si elle est la plus à droite ou l'autre la plus à gauche. Okay. Mais Marine Le Pen et son parti, pour la droite classique de gouvernement, les gens plus raisonnables, entre guillemets, elle est vue comme étant socialiste à plusieurs égards. Elle a un programme qui prône un État-providence costaud, là, musclé à la française, sauf
que c'est assorti de la fameuse préférence nationale. Donc, c'est d'abord pour les Français et moins pour les étrangers et les immigrants. C'est ce qui fait que c'est ce qui choque beaucoup à gauche. Mais elle ne coche pas les cases, son parti et son programme. Il ne coche pas les cases de l'extrême droite au sens historique du terme. Pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça existait de l'extrême droite où l'État était fort, là, par contre. Là. Oui. C'est pas censé être une preuve que c'est pas d'extrême droite. Je dirais même que tous les partis d'extrême droite militaient pour un État fort. Oui, parfois, mais il y a plus que ça. Hein. Tu sais, la retraite à 60 ans, 62 ans, selon le cas, là, pour le Rassemblement national. Il y a un paquet d'autres mesures de cet ordre-là. Elle ne prévoit pas des baisses d'impôts draconiennes ou des choses comme ça. Alors, c'est compliqué de coller cette étiquette. Et globalement, cette nouvelle-là nous est arrivée ici comment? Ben, comme étant la méchante extrême droite qui s'en va en prison. Ah, c'est plus nuancé et plus compliqué que ça. Et je pense que c'est nécessaire de le dire, même si on n'est pas d'accord avec les positions du Rassemblement national, puis même si c'est certainement pas un parti de gauche non plus, là. Non, on précise quand même. C'est ça. Oui, mais est-ce que justement cette fameuse étiquette de l'extrême droite, pourquoi on la ressort toujours? Puis j'ai l'impression même au Québec, c'est beaucoup ça. Là. Si t'es pas dans une certaine ligne, tout de suite tu bascules dans l'extrême droite. Là. Ça répond à quelle stratégie? Je suis pas dans les théories du complot. Je pense que c'est d'abord de la facilité, de la paresse intellectuelle. C'est beaucoup plus simple de dire ça, et ça fait du clic. Ben oui, ça marche. Ça retient l'attention. Je pense aussi, on parlait hier du courage de dire les choses. Je pense que ça demande une certaine droiture, une certaine épine dorsale que de ne pas aller là. Ah, il a parlé du Rassemblement national sans dire que c'était l'extrême droite. Tiens, aurait-il des sympathies pour ce parti nauséabond? Je pense qu'il y a ça qui vient jouer aussi. Alors, facilité, effet de troupe, effet de meute, hein, on préfère marcher dans le sillage des autres. Je pense que c'est ça qui vient jouer davantage qu'une stratégie concertée là, pour faire mal paraître les uns ou les autres. Dois-je rappeler quand même qu'il y a quelques mois, Ruba Gazal avait dit que Éric Duhem était d'extrême droite. D'extrême droite. Donc, c'est des fois, les gens qui facilitent l'extrême droite sont pas ceux qu'on pense. Non. C'est-à-dire qu'en nommant tout extrême droite, peut-être que tu je sais pas, tu tailles un peu le chemin de ceux qui le sont vraiment, parce que pendant ce temps-là, eux autres, ils passent, alors que ceux qui ne le sont pas doivent subir un procès injuste. Merci, Nick Payne. À demain. Salut.